Ma belle-fille vient de commettre la plus grande erreur de sa vie. Il y a 1 heure, j'ai reçu un message qui disait: J'ai emprunté ta vieille bague pour la soirée, grand-mère. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai répondu avec un sourire: Amuse-toi bien, ma chérie. Mais immédiatement après, j'ai composé le numéro de mon avocat, maître Bernard Lefebvre, et je lui ai dit: Déposez une plainte pour vol de l'article d'inventaire 847, une bague en diamant rose d'une valeur de 3 millions d'euros. 1 heure plus tard, la police a fait irruption dans cette élégante réception où Éloise exhibait ma bague, persuadée d'avoir pris un bijou sans valeur. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous venez, parce que cette histoire va vous laisser sans voix. Je m'appelle Marguerite. J'ai 71 ans et depuis 10 ans, on me traite comme la belle-mère invisible, la vieille femme qui gêne lors des réunions familiales. Pour Éloise, je n'étais rien de plus qu'une vieille dame agaçante, vivant dans la maison que mon défunt mari m'avait laissée. Elle a rejoint notre famille il y a une décennie lorsqu'elle a foué à épouser mon fils Antoine. Et dès le premier jour, elle m'a fait sentir comme une intruse dans mon propre foyer. Éloise est l'une de ces femmes qui croient que le monde leur doit tout. Élégante, manipulatrice, toujours vêtue des plus belles robes bordeaux et émeraudes ornées de bijoux coûteux que mon fils lui achetait pour la garder heureuse. Dès l'instant où elle a franchi le seuil de ma demeure provençale, elle a commencé à me traiter comme si j'étais sa domestique personnelle. Marguerite, fais-moi un café. Marguerite, repasse ma robe noire pour ce soir. Marguerite, ne fais pas de bruit quand tu marches. J'ai mal à la tête. Elle ne m'a jamais adressée avec respect. Pour elle, j'étais simplement la vieille, comme si je n'avais même pas de nom. Lors des dîners familiaux, elle parlait de moi comme si je n'étais pas présente. Antoine, ta mère devrait envisager de déménager dans une maison de retraite. Cette maison est trop grande pour quelqu'un de son âge. Et mon fils, mon propre fils, baissait simplement la tête en marmonnant: Maman va bien ici, Éloise. Mais je savais que les choses changeaient. Antoine commençait à me regarder différemment, comme si j'étais un fardeau. Éloise avait lentement empoisonné son esprit, lui chuchotant à l'oreille que j'étais trop vieille pour m'occuper d'une si grande maison, qu'ils avaient besoin de l'espace pour leurs propres projets. Elle avait de grands rêves de transformer mon salon en son bureau personnel, de métamorphoser le jardin de lavande que mon mari Henri et moi avions cultivé pendant 40 ans en une zone de divertissement moderne. Pendant des années, j'ai enduré ces humiliations en silence. Quand des invités arrivaient, Éloise me présentait comme la mère d'Antoine, jamais comme la propriétaire de la maison. Quand elle organisait des réceptions, je devais me cacher dans ma chambre parce que, selon elle, les personnes âgées mettent les autres mal à l'aise. Il y avait des nuits où je pleurais en silence, me demandant comment j'étais devenue invisible dans la maison que j'avais construite avec tant d'amour. Ce qu'Éloise n'a jamais su, ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que mon défunt mari, Henri, m'avait laissé bien plus que cette maison. Durant nos dernières années ensemble, Henri avait secrètement collectionné de l'art précieux, des bijoux et des antiquités. Il savait que j'étais discrète, que je n'étalais jamais la richesse, et il avait confiance que je saurais gérer son héritage le moment venu. Dans un coffre-fort secret, caché derrière un tableau dans ma chambre, il gardait une collection valant plus de 15 millions d'euros. Parmi ces pièces se trouvait la bague qu'Éloise venait d'emprunter. Une bague en diamant rose de 5 carats conçue par un joaillier français en 1920, évaluée à 3 millions d'euros. Pour quiconque ne s'y connaissant pas en bijoux, elle aurait pu ressembler à une simple bague antique élégante, mais pour les experts, c'était un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, Éloise avait un gala de charité important, l'une de ces réceptions élégantes où les épouses d'hommes d'affaires exhibent leurs plus beaux atours et rivalisent pour savoir qui possède les joyaux les plus impressionnants. Pendant des semaines, je l'avais entendue se plaindre qu'elle n'avait pas l'accessoire parfait pour sa robe dorée. Elle avait feuilleté des catalogues de joaillerie, soupirant parce que les pièces qui lui plaisaient coûtaient trop cher, même pour le budget généreux qu'Antoine lui donnait. Ce matin, alors que j'arrosais les plants de lavande dans le jardin, je l'ai vue entrer dans ma chambre sans permission. Ce n'était pas la première fois qu'elle fouillait dans mes affaires, mais cette fois était différente. Je l'ai observée ouvrir ma boîte à bijoux, ce petit coffret en bois où je garde quelques pièces de moindre valeur, et ses yeux se sont posés sur la bague en diamant rose. Elle l'a prise, l'a examinée à la lumière, et j'ai vu ce sourire dédaigneux qu'elle arborait toujours quand elle croyait avoir trouvé quelque chose qu'elle pouvait utiliser. 1 heure plus tard, j'ai reçu ce message: J'ai emprunté ta vieille bague pour la soirée, grand-mère. J'espère que ça ne te dérange pas. Elle n'avait même pas eu la courtoisie de me demander la permission d'abord. Elle l'avait simplement prise, supposant que tout ce qui m'appartenait était à sa disposition, que j'étais trop vieille et insignifiante pour posséder quoi que ce soit de réelle valeur. Quand j'ai lu ce message, quelque chose en moi a changé. Pendant 10 ans, j'avais enduré ses humiliations, son mépris, ses remarques cruelles sur mon âge et mon inutilité supposée. Mais prendre ma bague sans permission, cette bague qui représentait l'une des pièces les plus précieuses de la collection secrète d'Henri, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je me suis assise sur ma chaise dans le jardin en regardant le message sur mon téléphone. Et pour la première fois en années, j'ai vraiment souri. Amuse-toi bien, ma chérie, ai-je répondu.
Mais immédiatement après, j'ai composé le numéro de Maître Bernard, mon avocat de confiance. Bernard avait été le meilleur ami d'Henri, le seul à connaître toute la vérité sur notre fortune cachée. Bernard, ai-je dit d'une voix plus ferme que je ne l'avais utilisée depuis des années, il est temps d'activer le protocole que vous et Henri avez conçu. Éloise vient de voler l'article d'inventaire 847. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne, puis j'ai entendu le rire de Bernard. Marguerite, êtes-vous absolument certaine de vouloir faire cela? Une fois que nous mettons cela en mouvement, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai confirmé que oui. Après une décennie d'humiliation, il était temps que ma belle-fille apprenne exactement à qui elle avait affaire. Bernard m'a expliqué le plan. Depuis des années, il avait documenté chaque pièce de la collection d'Henri, les enregistrant officiellement comme articles de grande valeur avec des numéros d'inventaire spécifiques. Chaque pièce possédait des certificats d'authenticité, des évaluations actualisées et surtout une couverture d'assurance complète. La bague qu'Éloise avait prise était légalement enregistrée comme article 847, évalué à 3 millions d'euros. Je vais appeler la compagnie d'assurance immédiatement, m'a dit Bernard. Le protocole stipule que lorsqu'une pièce enregistrée est prise sans l'autorisation du propriétaire, nous devons signaler cela comme un vol immédiatement. Dans 30 minutes, la police aura un mandat pour récupérer la propriété volée, peu importe où elle se trouve. Pendant que Bernard passait les appels nécessaires, je me suis assise dans mon salon et j'ai remémoré toutes les fois où Éloise m'avait fait sentir invisible. La fois où elle avait organisé un dîner pour les partenaires commerciaux d'Antoine et m'avait dit de manger dans la cuisine parce qu'il n'y avait pas assez d'espace dans la salle à manger. Le Noël dernier, quand elle avait ouvert les cadeaux coûteux qu'Antoine lui avait achetés, puis m'avait tendu une écharpe bon marché en disant: On t'a pris quelque chose de simple parce qu'à ton âge, tu n'as plus besoin de beaucoup de choses. Je me souvenais du jour où ses amis étaient venus pour un club de lecture. Je lisais dans mon fauteuil préféré du salon quand elle est entrée et m'a dit devant tout le monde: Marguerite, pourrais-tu aller dans ta chambre? Nous avons besoin d'intimité pour parler de choses importantes. Ses amis m'avaient tout regardé avec pitié, comme si j'étais un vieil animal de compagnie qu'il fallait écarter du chemin. Mais ce qui m'avait le plus blessé de me souvenir, c'était la conversation que j'avais entendue par hasard la semaine dernière. Éloise parlait au téléphone avec sa sœur Geneviève et je pouvais tout entendre depuis le couloir. Je te jure que cette vieille femme me rend folle, disait-elle. Elle vit dans cette immense maison comme une reine, mais regarde comment elle s'habille, regarde ses bijoux bon marché. C'est pathétique. Antoine et moi attendons qu'elle décide de déménager dans une maison de retraite. Mais elle est trop têtue. Quand elle partira enfin, je vais rénover toute cette maison, en commençant par jeter toutes ces horribles antiquités à la poubelle. Cette conversation avait été le moment où j'avais décidé que je ne pouvais plus rester silencieuse. Éloise ne me méprisait pas seulement, elle méprisait aussi tout ce qu'Henri et moi avions construit ensemble. Elle n'avait aucune idée que ces horribles antiquités qu'elle détestait tant valèrent plus d'argent qu'elle ne pourrait en gagner en plusieurs vies. Bernard m'a rappelé. Tout est prêt, Marguerite. Le rapport de vol a été officiellement déposé. La bague est répertoriée comme propriété volée d'une valeur de 3 millions d'euros. J'ai donné à la police l'adresse de l'hôtel où se tient le gala de charité. Ils ont l'ordre de récupérer la propriété volée immédiatement. Et qu'arrivera-t-il à Éloise? Ai-je demandé. Bernard a soupiré. Marguerite, techniquement, elle a commis un vol qualifié. On parle de 3 millions d'euros. Selon la loi, elle pourrait faire face à plusieurs années de prison, mais vous êtes la victime. Donc, vous pouvez décider si vous voulez porter plainte au pénal ou simplement récupérer votre propriété. Je lui ai dit que je voulais y réfléchir. Pour l'instant, je voulais juste voir le visage d'Éloise quand elle réaliserait qu'elle avait complètement sous-estimé la vieille dame inutile qu'elle méprisait tant. 1 heure après avoir déposé la plainte, mon téléphone a sonné. C'était Antoine, et il avait l'air absolument paniqué. Maman, qu'est-ce qui se passe? La police vient de faire irruption à la soirée d'Éloise. Ils disent qu'elle a volé une bague de 3 millions d'euros. Ce doit être une terrible erreur. Ce n'est pas une erreur, mon fils, ai-je répondu calmement. Ta femme a pris une pièce très précieuse de la collection de ton père sans permission. Cette bague vaut exactement 3 millions d'euros et elle n'avait aucun droit de la prendre. Quelle collection? De quoi tu parles? Papa n'a jamais eu quoi que ce soit valant 3 millions d'euros. Maman, tu dois appeler la police et leur dire que c'était un malentendu. C'était incroyable. Mon propre fils ne connaissait même pas la vérité sur la fortune que son père avait accumulée. Henri avait été très prudent pour garder ses investissements et collections secrets, même d'Antoine. Il voulait protéger notre famille des dangers qui viennent avec la richesse visible, ravisseurs, escrocs, parents éloignés qui apparaissent quand pour demander de l'argent. Antoine, ai-je dit, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur ton père et sur moi. Ta femme vient de commettre une erreur très grave et elle va en affronter les conséquences seule. Maman, es-tu devenue folle? Éloise pleure. Il la traite comme une criminelle. Ses amis filment tout avec leur téléphone. Sa réputation est ruinée. Sa réputation? Ai-je répété. Et qu'en est-il des 10 années que j'ai endurées à ce qu'elle me traite comme une moins que rien dans ma propre maison?
Qu'en est-il de toutes les fois où elle m'a humiliée devant les gens? Qu'en est-il de cette conversation où elle a dit à sa sœur que j'étais pathétique? Antoine est resté silencieux. Il savait exactement de quelle conversation je parlais parce qu'il l'avait entendue aussi et n'avait rien fait pour me défendre. Maman, s'il te plaît, a-t-il finalement marmonné. Éloise peut être difficile parfois, mais elle ne mérite pas d'aller en prison pour un malentendu. Ce n'était pas un malentendu, Antoine, c'était un vol. Et maintenant ta femme va apprendre que la femme qu'elle méprisait tant n'est pas la vieille dame impuissante qu'elle pensait. J'ai raccroché le téléphone et me suis assise en silence, traitant ce qui venait de se passer. Mon fils, mon propre fils, avait passé 10 ans à regarder sa femme m'humilier et n'avait jamais élevé la voix pour me défendre. Maintenant que les conséquences étaient arrivées, il voulait que je sois celle qui sauve Éloise de sa propre arrogance. Mais je n'allais pas le faire. Pour la première fois en une décennie, je n'allais pas être la femme invisible qui endure tout en silence. 20 minutes plus tard, Bernard est arrivé chez moi, accompagné de Christophe, un détective privé avec qui il travaillait depuis des années. Christophe était un homme dans la cinquantaine, élégant et professionnel, spécialisé dans les cas de fraude et de vol d'art. Marguerite, m'a dit Bernard. Christophe enquête discrètement sur Éloise depuis les 6 derniers mois. Depuis que vous m'avez mentionné vos soupçons sur ses activités, j'étais surprise. Quels soupçons? Je ne t'ai jamais dit que je soupçonnais Éloise. Bernard a souri. Vous vous souvenez de la conversation que nous avons eue en décembre quand vous avez mentionné que certaines de vos petites pièces avaient été déplacées et que vous aviez remarqué que votre boîte à bijoux avait été bougée plusieurs fois? Oui, je me souvenais. J'avais pensé que c'était mon imagination, l'oubli de la vieillesse. Ce n'était un chat des oublis, Marguerite. J'ai décidé d'enquêter discrètement et ce que Christophe l'a découvert va bien au-delà. De la bague d'aujourd'hui. Christophe a ouvert un dossier plein de photographies et de documents. Madame Marguerite, votre belle-fille vend des pièces de votre collection depuis presque 2 ans. Des petites choses au début, des broches anciennes, des boucles d'oreilles en perles, un collier en argent, des choses que vous auriez pu penser avoir perdues ou rangées ailleurs. Mon cœur s'est emballé. Nous avons documenté au moins 12 ventes différentes dans des boutiques de prêteurs sur gage et magasins d'antiquités de la ville. La valeur totale de ce qu'elle a vendu s'élève à environ 45 000 euros. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Éloise ne m'humiliait pas seulement et ne me traitait pas comme si j'étais invisible. Elle me volait aussi depuis des années. Mais comment? Comment savait-elle quelle pièce prendre sans que je m'en aperçoive? Elle est intelligente, a continué Christophe. Elle ne prenait que des pièces que vous portiez rarement ou qui étaient stockées au fond de vos tiroirs. Apparemment, elle cataloguait mentalement tous vos bijoux depuis des années, identifiant ceux qu'elle pouvait prendre sans que vous remarquiez immédiatement leur absence. De plus, nous avons des preuves qu'elle a pris des photographies de tous vos biens précieux, probablement pour évaluer ce qu'elle pourrait vendre à l'avenir. Bernard a ajouté: Christophe a des enregistrements d'Éloise dans 3 boutiques de prêteurs différentes où elle ment clairement sur l'origine des bijoux. Dans un enregistrement, elle dit qu'ils sont des héritages de sa grand-mère décédée. Dans un autre, elle prétend que son mari les lui a donnés, mais qu'elle a besoin d'argent rapidement pour une urgence médicale. Je ressentais un mélange de fureur et de trahison que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Pendant 2 ans, alors que je me sentais coupable de perdre mes affaires, alors que je pensais que ma mémoire me faisait défaut, Éloise me volait systématiquement, puis mentait pour vendre mes biens. Pire encore, elle avait prévu de me voler plus extensivement, photographiant secrètement ma collection. Il y a plus, a dit Christophe, tournant vers la page suivante du dossier. Ces habitudes de dépenses ne correspondent pas aux revenus qu'elle et votre fils ont officiellement. Au cours des 2 dernières années, Éloise a acheté plus de 30 000 euros de vêtements, payé des traitements coûteux, des vacances luxueuses et a fréquenté des restaurants haut de gamme. Quand nous confrontons ces dépenses avec l'argent que nous savons qu'elle a obtenu en vendant vos bijoux, les chiffres correspondent parfaitement. Donc l'argent qu'Éloise avait utilisé pour acheter toutes ces élégantes robes bordeaux et émeraude, ces sacs à main de créateurs avec lesquels elle me regardait avec supériorité, ces chaussures coûteuses qu'elle utilisait pour piétiner mon estime de moi, tout cela provenait de la vente de mes biens. Elle avait financé son style de vie luxueux en me volant, moi, la vieille dame inutile qu'elle méprisait tant. Mais attendez, ai-je dit, si vous saviez tout cela depuis des mois, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Bernard a échangé un regard avec Christophe. Marguerite, nous avions besoin de suffisamment de preuves pour construire un dossier solide. De plus, nous voulions attendre qu'elle commette une erreur assez grande pour qu'elle ne puisse ni la nier ni manipuler la situation. Le vol de la bague de 3 millions d'euros d'aujourd'hui est exactement cette erreur. À ce moment, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était un numéro inconnu, mais j'ai répondu. Madame Marguerite? C'était une voix de femme que je ne reconnaissais pas. Elle semblait nerveuse. Ici l'inspectrice Claire Moreau de la police nationale. Nous sommes à l'hôtel Le Meurice avec votre belle-fille, Éloise. Elle insiste que vous lui avez donné la permission de prendre la bague et que tout ceci est un malentendu. Pourriez-vous venir à l'hôtel pour clarifier la situation?
Inspectrice Moreau, ai-je répondu. Ma belle-fille a pris cette bague sans ma permission. J'ai le message où elle-même admet l'avoir empruntée sans demander d'autorisation préalable. De plus, cette bague est évaluée à 3 millions d'euros et fait partie d'une collection légalement enregistrée. Je comprends, madame, mais votre belle-fille est très bouleversée. Et votre fils est également ici, insistant qu'il doit y avoir un malentendu. Il dit que vous n'avez jamais possédé de bijoux aussi précieux et qu'il y a probablement une erreur dans l'évaluation. J'ai ri, un rire qui a même surpris Bernard et Christophe. Inspectrice, mon fils dit que je ne pourrais pas posséder de bijoux précieux parce que je suis trop pauvre ou trop stupide pour posséder une telle chose. Il y a eu un silence gêné à l'autre bout de la ligne. Eh bien, madame, il a mentionné que vous vivez d'une pension modeste et n'aviez jamais montré de signe de ce genre de richesse. Inspectrice Moreau, je serai là dans 1 heure et j'apporterai mon avocat et tous les documents qui prouvent non seulement que la bague est à moi, mais aussi que ma belle-fille me vole depuis des années. Je m'attends à ce qu'à mon arrivée, elle soit en garde à vue, comme il convient à une voleuse qui a dérobé une propriété évaluée à plus de 3 millions d'euros. Après avoir raccroché, j'ai regardé Bernard et Christophe. Messieurs, il est temps qu'Éloise et mon fils apprennent exactement à qui ils ont affaire toutes ces années. Bernard a souri. Marguerite, y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant que nous allions à l'hôtel? Christophe a découvert qu'Éloise a été en contact avec un expert en art nommé Marc, lui montrant des photographies de plusieurs pièces de votre collection. Apparemment, elle planifiait un vol beaucoup plus important. Selon nos enregistrements, elle croyait pouvoir vendre plusieurs de vos tableaux et sculptures pour au moins 200 000 euros. Christophe a ajouté: Madame Marguerite, votre belle-fille ne vous voit pas seulement comme une vieille femme inutile, elle vous voit comme une source de revenus qu'elle peut exploiter sans conséquence. Dans ses propres mots, enregistrés lors d'une conversation téléphonique avec cet expert, elle a dit: La vieille ne sait même pas ce qu'elle a. Je pourrais lui voler la moitié de ses affaires et elle ne s'en rendrait jamais compte. Elle est trop sénile pour garder un inventaire de ses biens. Ces mots étaient comme une gifle. Éloise ne me volait pas seulement, elle riait de moi, me considérant trop stupide et inutile pour réaliser ses crimes. Elle avait planifié de me voler massivement, profitant de ce qu'elle percevait comme ma sénilité. Bernard, ai-je dit, me levant de ma chaise, avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je veux que vous portiez toutes les accusations possibles contre Éloise, non seulement pour la bague d'aujourd'hui, mais pour tous les vols des 2 dernières années, et je veux que mon fils, Antoine, sache exactement quel genre de femme il a choisi comme épouse. Êtes-vous absolument certaine, Marguerite? Une fois que nous rendons cela public, toute la famille connaîtra la vérité sur la fortune d'Henri et sur les crimes d'Éloise. Il n'y aura aucun moyen de revenir en arrière. J'ai regardé par la fenêtre le jardin de lavande qu'Henri et moi avions cultivé pendant 40 ans, le jardin qu'Éloise voulait détruire pour en faire sa zone de divertissement moderne. J'ai pensé à toutes les humiliations que j'avais endurées, à toutes les fois où je m'étais sentie invisible dans ma propre maison, à toutes les nuits où j'avais pleuré en me demandant si j'étais vraiment aussi inutile qu'Éloise me faisait sentir. Bernard, ai-je dit, il est temps que cette vieille dame sénile leur enseigne une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel Le Meurice, la scène était exactement comme je l'avais imaginé. Il y avait au moins 5 voitures de police à l'entrée, des journalistes locaux qui étaient arrivés, attirés par le drame, et des groupes d'invités du gala de charité quittant l'hôtel en chuchotant et en pointant du doigt. C'était le genre de scandale dont la haute société parisienne se souviendrait pendant des années. En entrant dans le hall, j'ai immédiatement vu Éloise. Elle était assise sur un canapé en cuir, entourée de 3 policiers. Et pour la première fois en 10 ans, elle ne ressemblait pas à la femme élégante et contrôlée qu'elle avait toujours été. Son maquillage parfait était strié de larmes, sa robe dorée était froissée et ses mains étaient menottées devant elle. La bague, ma bague de 3 millions d'euros, n'était plus à son doigt. Antoine se tenait à côté d'elle, gesticulant violemment alors qu'il parlait avec une inspectrice. Quand il m'a vu entrer, accompagné de Bernard et Christophe, son expression est passée du désespoir à quelque chose qui ressemblait davantage à de la fureur. Il a marché rapidement vers moi et je pouvais voir dans ses yeux qu'il me blâmait. Moi, pas sa femme voleuse, pour toute cette situation. Maman, tu dois arranger ça immédiatement, m'a-t-il crié dans le hall bondé. Éloise est publiquement humiliée à cause de toi. Ses amis téléchargent des vidéos sur les réseaux sociaux. Sa réputation est complètement ruinée. Sa réputation? Ai-je répété, gardant ma voix calme, même si je tremblais de rage intérieurement. Antoine, ta femme m'a volé une bague de 3 millions d'euros. Nous ne parlons pas d'un malentendu concernant un bibelot. Nous parlons d'un crime grave. Mais maman, tu ne nous as jamais dit que tu avais quelque chose d'aussi précieux. Si nous l'avions su, cela ne serait jamais arrivé. Éloise pensait que c'était juste une vieille bague sans valeur. Bernard s'est avancé et a tendu à Antoine un épais dossier. Monsieur Antoine, voici tous les documents prouvant la valeur de la bague, avec les certificats d'authenticité et les polices d'assurance. Votre femme n'a pas volé une vieille bague sans valeur. Elle a volé une pièce historique de joaillerie évaluée à 3 millions d'euros.
Antoine a ouvert le dossier et a commencé à examiner les documents. J'ai regardé son expression changer progressivement de l'incrédulité au choc complet. Ceci, ceci ne peut pas être réel. Papa avait vraiment ces choses. Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? Parce que ton père savait qu'il était préférable de garder notre richesse privée, ai-je expliqué. Et en voyant comment ta femme me vole depuis 2 ans, il semble qu'il avait raison. Te voler depuis 2 ans? De quoi parles-tu? Christophe s'est avancé et a montré à Antoine le dossier complet sur Éloise. Les photographies d'elle dans les boutiques de prêteurs sur gage, les enregistrements où elle mentait sur l'origine de mes bijoux, les reçus de vente, tout était là. Votre femme, monsieur Antoine, vend systématiquement les biens de votre mère depuis les 2 dernières années. Nous avons documenté des vols totalisant 45 000 euros. Antoine était sans voix alors qu'il examinait les preuves. Je pouvais voir son monde s'effondrer devant ses yeux. La femme qu'il avait épousée, la femme pour laquelle il m'avait laissé être traité comme une moins que rien pendant une décennie, était une voleuse qui avait exploité sa propre mère. À ce moment, l'inspectrice Moreau s'est approchée de nous. Madame Marguerite, j'ai besoin que vous confirmiez officiellement certains détails. Avez-vous donné à votre belle-fille la permission de prendre la bague en question? Absolument pas, ai-je répondu fermement. J'ai le message ici où elle-même admet l'avoir emprunté sans me demander la permission. Dans mon monde, prendre quelque chose sans permission s'appelle un vol. Et pouvez-vous confirmer que la bague vous appartient légalement? Bernard est intervenu. Inspectrice, voici tous les documents légaux. La bague a été achetée par le défunt mari de Madame Marguerite en 1975. Elle est enregistrée dans son testament. Elle est assurée pour sa pleine valeur. Et elle fait partie de l'inventaire officiel de l'héritage que Madame Marguerite a reçu. L'inspectrice a examiné les documents et a hoché la tête. Tout semble être en ordre. Madame Marguerite, souhaitez-vous porter plainte au pénal contre votre belle-fille? Avant que je puisse répondre, Éloise a crié depuis son siège. Marguerite, s'il te plaît, c'était juste un malentendu. Tu sais que je ne te ferai jamais intentionnellement de mal. Je t'ai toujours traité avec respect. Je me suis tournée vers elle lentement. Pour la première fois en 10 ans, Éloise me parlait avec désespoir au lieu de mépris. Pour la première fois, elle avait besoin de moi au lieu de me traiter comme si j'étais invisible. Du respect? Ai-je demandé, marchant vers l'endroit où elle était assise. Tu appelles 10 ans d'humiliation du respect? Tu appelles me dire de manger dans la cuisine quand des invités arrivèrent du respect? Tu appelles me voler pendant 2 ans puis me traiter de sénile du respect? Ses yeux se sont remplis de panique. Te voler? Je ne t'ai jamais rien volé. C'est la première fois que je prends quelque chose de toi. Christophe s'est approché et lui a montré les photographies d'elle dans les boutiques de prêteurs. Madame Éloise, nous avons des preuves photographiques et vidéos de vous vendant les biens de votre belle-mère à au moins 12 occasions différentes au cours des 2 dernières années. Le visage d'Éloise est devenu complètement pâle. Elle a regardé les photographies, puis moi, puis Antoine, cherchant désespérément une explication qui pourrait la sauver. C'est. C'était juste de petites pièces que je pensais que tu n'utilisais plus, a-t-elle marmonné. Je ne pensais jamais que tu les remarquerais. Je pensais que tu les avais oubliées. Et cela te donnait le droit de les voler? Ai-je demandé. Et de mentir dans les boutiques de prêteurs en disant que c'étaient des héritages de ta grand-mère? Antoine l'a regardé avec horreur. Éloise, as-tu vraiment fait ça? As-tu vraiment volé les affaires de ma mère pendant des années? Éloise a commencé à pleurer plus fort. Antoine, tu sais combien nous avions besoin d'argent supplémentaire. Tu sais que ton salaire ne suffisait pas pour le style de vie que nous voulions. Et elle a tellement de choses. Je pensais qu'elle ne remarquerait jamais quelques petites pièces manquantes. Mais elles n'étaient pas à toi, a crié Antoine. Elles appartenaient à ma mère, et tu m'as fait croire qu'elle perdait la mémoire quand elle demandait après ses affaires. C'est alors que j'ai réalisé ce qui s'était vraiment passé. Éloise ne me volait pas seulement, elle manipulait Antoine pour qu'il croie que je développais une démence. Chaque fois que je mentionnais ne pas pouvoir trouver quelque chose, elle chuchotait à Antoine que c'était normal pour les personnes âgées de perdre leurs affaires et d'oublier où elle les avait mises. Inspectrice Moreau, ai-je dit, ressentant un calme étrange et puissant. Je veux porter toutes les accusations possibles contre ma belle-fille, non seulement pour la bague d'aujourd'hui, mais pour tous les vols qu'elle a commis au cours des 2 dernières années. Non, a crié Éloise. S'il te plaît, Marguerite, je peux tout te rendre, je peux te compenser. Ne me fais pas ça. Je l'ai regardée directement dans les yeux. Éloise, pendant 10 ans, tu m'as traitée comme si j'étais invisible. Tu m'as humiliée devant des invités. Tu m'as fait sentir comme un fardeau inutile dans ma propre maison. Pendant 2 ans, tu m'as volé tout en me faisant croire que je perdais la mémoire. Et maintenant que les conséquences sont arrivées, tu veux que j'aie pitié de toi. Mais je ne pensais jamais que c'était si grave. Je ne pensais pas que tu avais des choses aussi précieuses. Si j'avais su, si tu avais su que j'avais des choses précieuses, tu m'aurais volé encore plus? Je l'ai laissé traiter cette question un moment. Éloise, le problème n'est pas que tu ne connaissais pas la valeur de ce que tu as volé. Le problème est que tu m'as volé. Le problème est que pendant une décennie, tu m'as traité comme une moins que rien.
Bernard s'est approché de l'inspectrice. Inspectrice Moreau, nous voulons également porter plainte pour les autres vols documentés. Nous avons suffisamment de preuves pour poursuivre au moins 12 cas supplémentaires de vol. L'inspectrice a hoché la tête. Compris, Madame Éloise, vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié au premier degré, multiples cas de vol simple et fraude. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que l'inspectrice lisait à Éloise ses droits, j'ai regardé mon fils Antoine. Il se tenait là, regardant sa femme être officiellement arrêtée, comprenant enfin que la femme qu'il avait épousée était une criminelle qui avait exploité sa propre mère pendant des années. Maman, a-t-il dit d'une voix brisée, je ne savais rien de tout ça, tu dois me croire. Antoine, ai-je répondu. Peut-être que tu ne savais pas pour les vols, mais tu savais comment Éloise me traitait. Tu as vu chaque humiliation, chaque affront, chaque moment où elle m'a fait sentir invisible dans ma propre maison. Et tu n'as jamais rien dit. Antoine a baissé la tête, incapable de me regarder dans les yeux. Il savait que j'avais raison. Pendant 10 ans, il avait été un témoin silencieux de sa femme, me transformant en étrangère dans ma propre maison. Et il avait choisi la voie facile, ne rien dire, ne pas confronter, ne pas défendre sa propre mère. Maintenant que la vérité avait éclaté, il comprenait enfin le prix de son silence. Maman, a-t-il marmonné, je pensais que vous deux finiriez par trouver un moyen de vous entendre. Je pensais que si je ne m'impliquais pas, les choses se résoudraient d'elles-mêmes. Les choses ne se résolvent pas d'elles-mêmes, Antoine, ai-je répondu. Surtout quand une personne abuse systématiquement d'une autre. Ta femme ne m'a pas seulement manqué de respect pendant une décennie, elle m'a volé, manipulé, et planifié de me voler encore plus. Et tu pensais que ça se résoudrait tout seul? Pendant que je parlais avec Antoine, je pouvais voir que plusieurs invités du gala enregistraient de la scène avec leur téléphone. L'histoire de la belle-mère millionnaire qui a attrapé sa belle-fille voleuse circulerait sur les réseaux sociaux avant la fin de la nuit. Pour Éloise, qui avait construit toute son identité sociale autour de son image de femme élégante et respectable, c'était pire que la prison. L'inspectrice Moreau a fini de lire les droits Miranda et a commencé à escorter Éloise vers la sortie. Mais avant qu'elle puisse atteindre la porte, Éloise s'est tournée vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une fureur désespérée pure. Marguerite, tu ne comprends pas ce que tu viens de faire, m'a-t-elle crié. Ma vie est ruinée, mes amis, ma réputation, tout est détruit. Et pourquoi? Pour une stupide bague que tu ne portais même pas. Non, ai-je calmement répondu. Pour 10 ans de vol, d'humiliation et de mauvais traitements. La bague d'aujourd'hui était simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais je t'ai donné une famille, a-t-elle continué à crier. Je t'ai donné des petits-enfants que tu n'as jamais eus. Antoine et moi t'avons donné un but dans ta vieillesse. C'était la déclaration la plus ridicule que j'avais entendue depuis des années. Éloise, tu ne m'as pas donné une famille. Tu as transformé ma famille en étranger qui me traitait saut comme si j'étais un fardeau. Et quant aux petits-enfants, vous deux avez décidé de ne pas avoir d'enfants. Tu te souviens? Tu as dit que les enfants ruineraient ta silhouette et interféreraient avec ta carrière. Antoine avait l'air de plus en plus mal à l'aise à chaque mot qui sortait de la bouche de sa femme. Je pense qu'il voyait enfin Éloise telle qu'elle était vraiment, manipulatrice, égoïste et complètement prête à mentir quand les conséquences de ses actions la rattrapèrent enfin. Marguerite a crié. Éloise alors que l'inspectrice essayait de la faire marcher. Si tu continues avec ça, tu vas perdre ton fils pour toujours. Antoine ne te pardonnera jamais d'avoir détruit son mariage. J'ai regardé Antoine. Il se tenait là, regardant sa femme faire des menaces pendant qu'elle était arrêtée pour avoir volé sa propre mère. Antoine, ai-je dit, est-ce comme ça que tu te sens? Penses-tu que j'ai détruit ton mariage? Antoine est resté silencieux pendant un long moment, traitant tout ce qu'il avait découvert au cours des 2 dernières heures. Sa femme n'était pas la femme élégante et sophistiquée qu'il pensait avoir conquise. C'était une voleuse qui avait exploité sa mère âgée pendant des années, tout en le manipulant pour qu'il croie que les oublis de sa mère étaient un signe de sénilité. Non, maman, a-t-il finalement dit. Mon mariage a été détruit au moment où Éloise a décidé de te voler pour la première fois. Je ne m'en suis juste pas rendu compte jusqu'à maintenant. Éloise était sans voix pour la première fois. Elle avait compté sur Antoine pour me blâmer pour ses problèmes, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, les preuves étaient trop claires et les mensonges trop évidents. Après qu'Éloise ait été emmenée, Christophe m'a tendu un dossier supplémentaire. Madame Marguerite, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Durant notre enquête, nous avons découvert qu'Éloise avait été en contact avec un avocat spécialisé dans les testaments et héritages. Apparemment, elle cherchait des moyens légaux de contester le testament de votre beau-père si vous veniez à décéder. Antoine avait l'air de plus en plus malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, a expliqué Bernard, que votre femme ne volait pas seulement votre mère au présent, elle planifiait pour l'avenir, enquêtant sur comment s'emparer de tout l'héritage quand votre mère mourrait. Christophe a ajouté: Nous avons trouvé des courriels entre Éloise et cet avocat discutant de la possibilité de vous faire déclarer mentalement incompétente. Le plan était de démontrer que vous aviez une démence sénile et donc que vous n'aviez pas la capacité légale de gérer vos finances ou votre propriété. Mon sang s'est glacé. Elle planifiait de me faire déclarer mentalement incompétente?
Oui, a continué Christophe. Dans l'un des courriels, Éloi mentionne que vous perdiez fréquemment des choses et que cela pourrait être utilisé comme preuve de déclin mental. Bien sûr, nous savons maintenant que vous ne perdiez pas de choses, elle les volait. Antoine s'est assis lourdement sur une chaise du hall. Mon Dieu, a-t-il marmonné. Elle, elle planifiait de tout te voler. Pas seulement ça, a ajouté Bernard. Nous avons également trouvé qu'elle faisait pression sur Antoine pour qu'il vous convainque de déménager dans une maison de retraite. Une fois que vous auriez été institutionnalisé, il aurait été beaucoup plus facile d'obtenir une ordonnance du tribunal vous déclarant mentalement incompétente. Je me suis souvenu de toutes les conversations où Éloise suggérait subtilement que j'étais trop vieille pour vivre seule, que j'avais besoin de soins professionnels, que je serais plus heureuse dans un endroit conçu pour les gens de mon âge. Ce n'était pas une préoccupation sincère, c'était une stratégie calculée pour s'emparer de ma fortune. Madame Marguerite, a dit Christophe, votre belle-fille est beaucoup plus dangereuse que nous le pensions initialement. Nous ne parlons pas d'une femme qui a impulsivement pris quelques bijoux, nous parlons de quelqu'un qui avait développé un plan à long terme pour voler tout votre héritage et vous faire déclarer mentalement incompétente pour le justifier légalement. Antoine a levé la tête et m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Maman, je ne soupçonnais rien de tout ça. Quand Éloise mentionnait la maison de retraite, je pensais que c'était parce qu'elle se souciait vraiment de ton bien-être. Antoine, ai-je dit en m'asseyant à côté de lui, ta femme t'a manipulé autant qu'elle m'a manipulé. Elle savait exactement quoi dire pour te faire croire que ses intentions étaient bonnes. Bernard a fermé son dossier et m'a regardé sérieusement. Marguerite, avec toutes ces preuves, le procureur va probablement offrir à Éloise un accord de plaidoyer. Selon la façon dont nous gérons cela, elle pourrait faire face à entre 5 et 15 ans de prison. Et qu'en est-il de l'argent qu'elle a déjà volé ai-je demandé. La plupart des pièces qu'elle a vendues ont été achetées par des collectionneurs privés, a expliqué Christophe. Nous allons pouvoir retrouver et récupérer environ 60% de la valeur volée. Le reste a probablement déjà été dépensé pour son style de vie somptueux. Antoine a soupiré profondément. Maman, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à notre famille? C'était une bonne question. En l'espace de 2 heures, ma famille avait été complètement transformée. Ma belle-fille était arrêtée et faisait face à des années de prison. Mon fils comprenait enfin qu'il avait été marié à une criminelle qui planifiait de tout me voler. Et moi, la vieille dame sénile qui avait été invisible pendant 10 ans, j'étais soudainement le centre de l'attention. Antoine, ai-je dit en prenant sa main, ce qui va se passer maintenant, c'est que tu vas devoir décider quel genre d'homme tu veux être. Pendant 10 ans, tu as été un complice silencieux des mauvais traitements que ta femme m'infligeait. Maintenant, tu connais la vérité sur qui elle est vraiment. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? Avec cette information, maman, je veux arranger les choses avec toi. Je veux me racheter pour toutes les années où je ne t'ai pas défendu. Se racheter n'est pas une question d'argent, Antoine. C'est une question de respect. C'est de ne plus jamais permettre à quiconque de me traiter comme si j'étais invisible dans ma propre maison. Antoine a hoché la tête. Je peux rester avec toi ce soir? Je ne veux pas être seule à la maison après tout ça. Pour la première fois en 10 ans, mon fils me demandait quelque chose au lieu d'exiger que je m'adapte aux besoins de sa femme. Bien sûr que tu peux rester, Antoine. Mais demain, nous devons parler sérieusement de comment nous allons reconstruire notre relation. Alors que nous quittions l'hôtel, je pouvais voir que l'histoire apparaissait déjà dans les actualités locales. Belle-mère millionnaire attrape sa belle-fille voleuse avec une bague de 3 millions d'euros. D'ici demain, toute la ville saurait que Marguerite, la vieille dame invisible, s'était avérée être une femme avec plus de pouvoir que quiconque l'avait imaginé. Le lendemain, je me suis réveillée en me sentant différente. Pour la première fois en 10 ans, je me suis réveillée dans ma propre maison sans me sentir comme une intruse chez moi. Antoine avait dormi dans son ancienne chambre et quand je suis descendue pour le petit déjeuner, je l'ai trouvé dans la cuisine en train de préparer du café. C'était la première fois en une décennie que quelqu'un me préparait quelque chose dans ma propre cuisine au lieu de s'attendre à ce que je serve tout le monde. Bonjour maman, a-t-il dit, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, du respect, des excuses silencieuses dans chaque mot. Bonjour mon fils, je me suis assise à la table où j'avais pris le petit déjeuner avec Henri pendant 40 ans, la table où Éloise m'avait fait sentir comme une invitée indésirable pendant si longtemps. Antoine a placé une tasse de café devant moi et s'est assis de l'autre côté. Maman, je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Je pensais à toutes les fois où Éloise t'a maltraité et où je n'ai rien dit. Je me souvenais de toutes les fois où tu as mentionné ne pas pouvoir trouver quelque chose et où je pensais que c'était ta mémoire. Antoine, ai-je interrompu doucement. Tu n'as pas besoin de te punir pour avoir été manipulée. Éloise est très intelligente. Elle savait exactement comment présenter les choses pour faire croire qu'elle se souciait de mon bien-être pendant qu'elle me volait. Mais je suis ton fils. J'aurais dû être de ton côté. J'aurais dû voir les signes. Ah non. J'ai pris une gorgée de café et les regardé directement.
Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu vas faire à l'avenir. La question est, vas-tu essayer de sauver ton mariage avec une femme qui planifiait de tout me voler et de me faire déclarer mentalement incompétente? Antoine est resté silencieux pendant un long moment. Je pouvais voir la lutte intérieure sur son visage. Il avait été marié à Éloise pendant 10 ans. Malgré tout ce qu'il avait découvert, elle était toujours sa femme. À ce moment, le téléphone a sonné. C'était Bernard. Marguerite, j'ai des nouvelles importantes. Le procureur veut vous rencontrer ce matin. Apparemment, le cas d'Éloise est plus grand que nous le pensions initialement. Plus grand comment? Ils ont perquisitionné sa maison hier soir et ont trouvé une pièce secrète au sous-sol. Marguerite, votre belle-fille ne vous volait pas seulement. Elle dirigeait une opération de vol et de revente d'antiquités qui implique plusieurs familles fortunées de la ville. Ils ont trouvé plus de 50 pièces d'art et de bijoux qui n'appartiennent ni à elle ni à Antoine. Apparemment, elle utilisait son accès aux événements mondains de la haute société pour identifier des cibles, puis organiser des vols plus élaborés. Votre maison n'était pas sa seule cible, c'était sa base d'opération. Antoine est devenu pâle. Est-ce que tu dis que notre maison a été le centre d'une opération criminelle pendant des années? Bernard a continué. Il y a plus. Ils ont trouvé de la correspondance indiquant qu'Éloise vendait des informations à des voleurs professionnels. Des plans de maison, des horaires familiaux, des informations sur les systèmes de sécurité. Le Bureau central d'investigation est maintenant impliqué parce qu'apparemment, cette opération traverse plusieurs régions. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. La femme qui avait partagé ma table pendant 10 ans, qui avait dormi sous mon toit, qui avait mangé ma nourriture, ne me volait pas seulement. Elle dirigeait une entreprise criminelle depuis ma propre maison. Bernard, qu'est-ce que cela signifie pour Antoine? Peut-il être considéré comme complice? Le BCI voudra l'interroger, bien sûr, mais jusqu'à présent, toutes les preuves suggèrent qu'Antoine n'avait aucune connaissance des activités criminelles de sa femme. Elle a été très prudente pour le tenir à l'écart de son opération. Après avoir raccroché, Antoine et moi nous sommes assis en silence. Ma maison, le foyer qu'Henri et moi avions construit avec tant d'amour, avait été violée d'une manière que je commençais seulement à comprendre. Maman, a finalement dit Antoine, comment est-il possible que j'aie été mariée à une criminelle pendant 10 ans et que je ne m'en sois jamais rendu compte? Parce qu'elle voulait que tu ne t'en rendes pas compte, ai-je répondu. Antoine, les gens comme Éloise sont experts pour compartimenter leur vie. Pour toi, elle était l'épouse élégante qui t'accompagnait aux événements mondains. Pour moi, elle était la belle-fille qui m'humiliait constamment. Pour ses victimes, elle était la voleuse qui planifiait des cambriolages. Elle gardait chaque aspect de sa vie complètement séparé. 1 heure plus tard, Bernard est arrivé accompagné de 2 agents du BCI. L'agent Sophie Rousseau et l'agent Michel Dubois se sont présentés et ont expliqué que le cas d'Éloise faisait maintenant partie d'une enquête fédérale sur un réseau de vols d'art et d'antiquités qui opérait depuis plusieurs années. Madame Marguerite, a dit l'agent Rousseau, nous croyons que votre belle-fille utilisait votre maison comme centre de commandement depuis au moins 3 ans. Nous avons identifié des connexions à des vols dans 6 régions différentes. L'agent Dubois a ajouté: ce qui rend ce cas particulièrement intéressant, c'est qu'Éloise avait développé une méthode très sophistiquée. Au lieu de simplement cambrioler des maisons au hasard, elle cultivait des relations sociales avec des familles fortunées, étudiait leurs maisons lors d'événements mondains, puis vendait ces informations à des voleurs professionnels. Mais comment a-t-elle réussi à garder tout cela secret? A demandé Antoine. Votre femme est extrêmement intelligente, a expliqué l'agent Rousseau. Elle n'a jamais participé directement au cambriolage physique. Son rôle était celui d'une collectrice d'informations et facilitatrice. Elle assistait à des galas de charité, des dîners élégants, des vernissages de galeries d'art et mémorisait des détails sur les maisons et possessions des autres familles. L'agent Dubois a montré un dossier plein de photographies. Nous avons trouvé des centaines de photos qu'elle avait secrètement prises lors d'événements mondains. Des photos de tableaux, de sculptures, de bijoux que d'autres femmes portaient, même des photos de systèmes de sécurité et de plans de maisons. J'ai regardé les photographies et reconnu beaucoup de maisons. C'étaient des demeures de famille que je connaissais, de femmes avec qui j'avais interagi lors d'événements caritatifs pendant des années. Agent Rousseau, ai-je demandé, est-ce que cela signifie que d'autres familles ont également été victimisées par Éloise? Au moins 12 familles que nous avons identifiées jusqu'à présent. La valeur totale des vols que nous avons connectés à son opération dépasse 2 millions d'euros. Antoine avait l'air complètement dévasté. Agent Dubois, qu'est-ce qui va m'arriver? Vont-ils penser que je faisais partie de cela? Monsieur Antoine, nous avons examiné vos dossiers financiers, vos communications, vos modèles d'activité. Il n'y a aucune preuve que vous aviez connaissance ou participation aux activités criminelles de votre femme. Cependant, nous avons besoin que vous coopériez pleinement avec notre enquête. L'agent Rousseau m'a regardé directement. Madame Marguerite, y a-t-il autre chose que vous devez savoir? Quand nous avons arrêté Éloise hier soir, elle a immédiatement commencé à négocier. Elle offre des informations sur tout son réseau criminel en échange d'une peine réduite.
Quel genre d'informations? Les noms de tous ses complices, les détails sur les cambriolages non résolus, les emplacements où des pièces volées sont cachées. Elle est prête à livrer toute son organisation pour éviter de passer 20 ans en prison. Bernard s'est penché en avant. Et qu'est-ce que cela signifie pour Marguerite? Combien de temps Éloise pourrait-elle être en prison si elle coopère? Si son témoignage aide à résoudre tous les cas connexes et mène à l'arrestation des autres membres du réseau, elle pourrait faire face à entre 5 et 8 ans au lieu de 20 à 25. Antoine a soupiré profondément. Donc même maintenant, même après avoir été arrêtée, Éloise trouve des moyens de manipuler le système pour en bénéficier. C'est ainsi que fonctionnent les criminels intelligents, a expliqué l'agent Dubois. Ils ont toujours un plan de secours. Après le départ des agents du BCI, je me suis assise dans mon salon, essayant de traiter tout ce que j'avais appris. Ma maison avait été le centre d'une opération criminelle pendant des années. La femme qui m'avait fait sentir invisible avait utilisé ma maison pour planifier des crimes contre d'autres familles comme la mienne. Maman, a dit Antoine en s'asseyant à côté de moi, comment allons-nous surmonter cela? Comment vais-je reconstruire ma vie après avoir découvert que j'ai été mariée à une criminelle pendant 10 ans? J'ai regardé mon fils, cet homme de 40 ans qui ressemblait soudainement à un enfant perdu. Antoine, ce que tu vas faire, c'est la même chose que je vais faire. Tu vas décider que tu ne vas pas laisser Éloise définir le reste de ta vie. Elle t'a menti, elle m'a volé, et elle a utilisé notre famille pour ses propres fins criminelles. Mais maintenant que nous connaissons la vérité, nous avons le pouvoir de décider quoi faire avec cette information. Et que veux-tu faire, maman? J'ai souri, ressentant une force que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Mon fils, je vais montrer au monde exactement qui est Marguerite vraiment, et je vais m'assurer qu'aucune autre famille n'ait à traverser ce que nous avons traversé. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités qui a complètement transformé ma vie. Bernard avait organisé une conférence de presse où j'apparaîtrais comme la principale victime du stratagème criminel d'Éloise, mais aussi comme la femme qui avait réussi à démasquer toute l'opération. Pour la première fois en 10 ans, j'allais être le centre de l'attention pour les bonnes raisons. Le matin de la conférence de presse, je me suis réveillée tôt et me suis habillée dans ma plus belle robe émeraude, celle que j'avais achetée pour mon anniversaire de mariage avec Henri, mais que je n'avais jamais portée parce qu'Éloise avait toujours des commentaires sarcastiques sur mes vêtements démodés. J'ai mis les bijoux restants de ma collection, les pièces qu'Éloise n'avait pas réussi à voler, et pour la première fois en une décennie, je me suis sentie comme la femme élégante et puissante que j'étais vraiment. Antoine m'a aidé à me rendre au bâtiment où la conférence aurait lieu. Maman, a-t-il dit alors que nous entrions, je suis fière de toi. Je sais que ces jours ont été terribles, mais la façon dont tu as géré tout cela, papa serait fier aussi. La salle était pleine de journalistes, de caméras de télévision et de curieux qui étaient venus entendre l'histoire de la femme âgée millionnaire qui avait attrapé sa belle-fille criminelle. Quand je suis entrée dans la salle, je pouvais sentir tous les regards se tourner vers moi. Mais cette fois, ils ne me regardaient pas avec pitié ou condescendance. Ils me regardaient avec respect, curiosité, même admiration. Bernard s'est approché du podium en premier. Bonjour, je m'appelle Maître Bernard Lefebvre et je représente Madame Marguerite, 71 ans, qui a été non seulement victime d'un stratagème criminel dirigé par sa propre belle-fille, mais qui a également été instrumentale pour démasquer un réseau de vols qui opérait depuis des années. Puis il m'a invité à parler. Alors que je m'approchais du microphone, je ressentais un calme étrange. Pendant 10 ans, j'avais été réduite au silence, ignorée, traitée comme si mes paroles n'avaient aucune valeur. Maintenant, des dizaines de personnes attendirent d'entendre ce que j'avais à dire. Je m'appelle Marguerite, ai-je commencé. Et pendant les 10 dernières années, j'ai été victime d'abus psychologiques et de vols systématiques par ma belle-fille, Éloise. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire de beaucoup de personnes âgées qui sont victimisées par des membres de leur famille qui les voient comme des cibles faciles. J'ai continué en racontant mon histoire, mais pas comme une victime pathétique. Je l'ai racontée comme une femme qui avait résisté, qui avait gardé d'importants secrets jusqu'au bon moment et qui avait finalement trouvé un moyen d'obtenir justice. Éloise pensait que j'étais une vieille dame sénile qui ne réaliserait jamais ses crimes, ai-je dit. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon défunt mari m'avait appris à être observatrice, patiente et stratégique. Quand j'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas, je n'ai pas confronté directement. J'ai enquêté, collecté des preuves et attendu le moment parfait pour agir. Une journaliste a levé la main. Madame Marguerite, pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour agir? Pourquoi n'avez-vous pas signalé les vols quand ils ont commencé? Parce que j'avais besoin de suffisamment de preuves pour m'assurer qu'Éloise ne pourrait pas manipuler la situation, ai-je répondu. Les gens comme ma belle-fille sont experts pour se faire passer pour des victimes. Si j'avais agi trop tôt avec des preuves insuffisantes, elle aurait trouvé un moyen de convaincre tout le monde que j'étais une vieille femme confuse qui inventait des histoires. Un autre journaliste a demandé comment je me sentais, en sachant que ma maison était utilisée comme centre de commandement pour un réseau criminel. Je me sens trahie, bien sûr, mais je me sens aussi puissante parce qu'au final, c'est moi qui ai mis fin à cette opération criminelle. C'était mon rapport qui a mené aux arrestations. C'était mes preuves qui ont démasqué tout le réseau.
Après la conférence de presse, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes de tout le pays voulaient m'interviewer. Des producteurs de documentaires voulaient te raconter mon histoire. Mais les appels qui m'ont le plus touchée étaient ceux d'autres femmes âgées qui avaient vu les nouvelles et reconnu des éléments de mon histoire dans leur propre vie. Une femme nommée Isabelle m'a appelée en pleurant. Marguerite, j'ai vu votre interview à la télévision et je pense que mon gendre me vole. Mes bijoux ont disparu, mais ma fille dit que c'est normal pour les personnes âgées de perdre des choses. Après vous avoir écouté, j'ai réalisé que peut-être je ne perds pas la mémoire. Une autre femme, Chantal, m'a dit que sa belle-fille l'a pressée de signer des documents qu'elle ne comprenait pas complètement. Après avoir vu votre histoire, j'ai réalisé que j'ai besoin de mon propre avocat, pas de compter sur l'avocat que ma belle-fille recommande. Ces conversations m'ont fait comprendre que mon expérience avec Éloise n'était pas unique. Il y avait des milliers de personnes âgées qui étaient victimisées par des membres de leur famille qui abusèrent de leur confiance, et beaucoup d'entre elles manquaient de ressources ou de connaissances pour se défendre. Ce soir-là, Antoine et moi avons eu une longue et difficile conversation sur notre avenir. Maman, a-t-il dit, j'ai décidé de divorcer d'Éloise. Je ne peux pas continuer à être mariée à quelqu'un qui t'a fait tant de mal et qui s'est avéré être une criminelle. Es-tu sûr, mon fils? C'est une très grande décision. Complètement sûr. Pendant 10 ans, j'ai choisi Éloise plutôt que toi, et c'était la plus grande erreur de ma vie. Je ne vais pas faire la même erreur à nouveau. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était un producteur de télévision nommé Philippe qui avait vu ma conférence de presse. Madame Marguerite, j'aimerais vous proposer quelque chose. Avez-vous envisagé d'avoir votre propre émission où vous aidez d'autres personnes âgées qui pourraient être victimisées par des membres de leur famille? L'idée m'a intriguée. Quel genre d'émission? Une émission où les gens peuvent appeler pour raconter leurs histoires et où vous pouvez offrir des conseils basés sur votre expérience. Nous pourrions également avoir des experts juridiques et des psychologues pour aider. Nous l'appellerions la sagesse de Marguerite ou quelque chose comme ça. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'offrait une plateforme pour utiliser mon expérience et mes connaissances pour aider les autres. Pendant 71 ans, j'avais été l'épouse dévouée, la mère sacrifiée, la belle-mère invisible. Maintenant, j'avais enfin l'opportunité d'être quelque chose de plus, une avocate, une éducatrice, une voix pour les gens qui avaient été réduits au silence comme moi. Philippe, ai-je dit, je suis intéressée par votre proposition, mais j'ai quelques conditions. Ce soir-là, alors que je me préparais pour le lit dans ma maison, pour la première fois en années, sans me sentir comme une intruse dans ma propre demeure, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé. Il y a une semaine, j'étais la vieille dame invisible que tout le monde ignorait. Maintenant, j'étais une personnalité publique dont l'histoire avait inspiré des centaines de personnes à examiner leur propre situation familiale. Mon téléphone a vibré avec un message. C'était de Bernard. Marguerite, je viens de recevoir des nouvelles du BCI. Grâce à votre cas et aux informations qu'Éloise fournit, ils ont arrêté 6 autres membres du réseau criminel. Votre courage ne vous a pas seulement sauvé, il a sauvé beaucoup d'autres familles d'être victimisées. J'ai souri en éteignant la lumière. Éloise avait passé 10 ans à essayer de me rendre invisible, à me convaincre que je n'avais aucune valeur, que j'étais trop vieille et inutile pour compter. Mais au final, c'était ma force, ma patience et mon intelligence qui avaient mis fin à son règne de terreur. La vieille dame inutile s'était avérée être beaucoup plus puissante que quiconque l'avait imaginé. 2 semaines après la conférence de presse, ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. L'émission La sagesse de Marguerite était devenue un phénomène national. Chaque jour, nous recevions des centaines d'appels de personnes âgées qui avaient finalement trouvé le courage de raconter leurs histoires d'abus familial et de vol. Bernard avait officiellement établi la fondation Marguerite pour la protection des seniors avec un don initial de 200 000 euros de mon héritage secret. C'était ironique. L'argent qu'Éloise avait planifié de me voler était maintenant utilisé pour protéger d'autres personnes de criminels comme elle. Mais la vraie satisfaction est venue quand Christophe, mon détective privé, m'a appelé avec des nouvelles extraordinaires. Marguerite, le témoignage d'Éloise a été encore plus précieux que nous l'espérions. Le BCI a réussi à arrêter tout le réseau criminel. 15 personnes au total, y compris les voleurs professionnels, les experts corrompus qui falsifiaient les évaluations et les marchands d'art qui achetèrent les pièces volées. Et qu'arrivera-t-il à Éloise? Ai-je demandé. Voici la partie intéressante. Malgré sa coopération, le juge a décidé que ses crimes étaient trop étendus pour une peine réduite. Elle va purger 12 ans dans une prison fédérale et quand elle sortira, elle devra payer une restitution complète à toutes les victimes. 12 ans. Éloise, qui avait passé une décennie à me faire sentir invisible, allait maintenant être celle qui disparaîtrait pendant plus d'une décennie. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel qui m'a complètement surprise. Marguerite, c'est Éloise. Mon cœur s'est emballé. Comment appelles-tu de prison? Ils m'ont permis de faire un appel. Marguerite, j'ai besoin de te parler. C'est important.
Pendant 10 ans, j'avais évité les confrontations directes avec Éloise. Mais maintenant, avec toute la vérité révélée et elle en prison, j'avais finalement le courage d'écouter ce qu'elle avait à dire. Parle, Éloise. Il y a eu un long silence, puis j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Éloise pleurant. Pas les larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées quand elle avait été arrêtée, mais un sanglot sincère et désespéré. Marguerite, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Quand j'ai commencé à te voler, je pensais vraiment que tes affaires ne valaient rien. Mais ensuite, quand j'ai réalisé qu'elles valaient de l'argent, je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme une dépendance. Et c'est censé justifier 10 ans d'humiliation et de vol? Non, ça ne justifie pas. Mais j'ai besoin que tu comprennes que je n'avais jamais planifié d'aller si loin. Au début, j'ai juste pris une petite broche parce que nous avions besoin d'argent pour les vacances qu'Antoine voulait. Quand je l'ai vendue et que personne ne l'a remarqué, j'ai pris autre chose, puis une autre. J'ai écouté en silence pendant qu'Éloise continuait sa confession. Marguerite, la vérité est que je t'ai toujours enviée. Tu avais cette belle maison, tu avais le respect d'Henri, tu avais une vie que je voulais. Et quand je suis entrée dans cette famille, je m'attendais à être traitée comme une reine. Mais tu étais toujours la matriarche, j'étais juste la femme du fils. Alors tu as décidé de faire de moi l'ennemi. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Et plus je t'humiliais, plus je me sentais puissante. C'était comme si en te rendant petite, je devenais plus grande. C'était la première fois, en 10 ans, qu'Éloise me parlait avec une honnêteté complète. Éloise, sais-tu ce qui me blesse le plus dans tout cela? Ai-je demandé. Quoi? Que pendant 10 ans, j'ai vraiment essayé de me connecter avec toi. J'ai essayé de t'inclure dans les traditions familiales, de t'enseigner les recettes d'Henri, de partager avec toi les souvenirs de cette maison. Et tu as pris tout cela et l'as utilisé pour me blesser. Je sais, a-t-elle murmuré. Je sais, et c'est ce qui me fait le plus mal maintenant. Marguerite, en prison, j'ai eu le temps de penser, et j'ai réalisé que j'ai détruit la seule vraie famille que j'avais. Mes propres parents m'ont abandonnée quand j'étais adolescente. Ta famille a pourtant été la seule qui m'avait donné une chance d'appartenir à quelque chose. Et tu l'as gaspillée. Je l'ai détruite. Et pas seulement ça, j'ai détruit Antoine aussi. Il m'a appelé hier pour me dire qu'il avait déposé une demande de divorce. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas continuer à être marié à quelqu'un qui a fait tant de mal à sa mère. C'était vrai. Antoine avait été complètement transparent avec moi sur ses plans de divorcer d'Éloise. Marguerite, a-t-elle dit, pourquoi me dis-tu tout ça? Que veux-tu que je fasse avec cette information? Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que j'ai réalisé ce que j'ai perdu. Non seulement j'ai perdu ma liberté, non seulement j'ai perdu mon mariage, j'ai perdu l'opportunité d'avoir une vraie famille, d'avoir une belle-mère qui se souciait vraiment de moi. Je me souciais de toi, Éloise. Pendant des années, j'ai vraiment essayé de comprendre pourquoi tu me détestais tant. Je ne te détestais pas. Je t'enviais. Et cette envie m'a transformée en monstre. J'ai raccroché le téléphone, ressentant un mélange étrange d'émotions. J'avais attendu 10 ans pour entendre Éloise admettre la vérité sur son comportement. Mais maintenant qu'elle l'avait finalement fait, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais triste pour tout le temps perdu, pour toutes les occasions gâchées d'avoir une famille unie. Ce soir-là, Antoine est venu dîner chez moi. C'était quelque chose que nous avions commencé à faire régulièrement depuis l'arrestation d'Éloise. Pendant que nous mangions, je lui ai raconté l'appel téléphonique. Penses-tu qu'Éloise était sincère m'a-t-il demandé. Je pense qu'elle fait enfin face à la réalité de ses actions, ai-je répondu. Mais Antoine, ce qui compte maintenant n'est pas de savoir si Éloise comprend finalement ce qu'elle a fait de mal. Ce qui compte, c'est que nous apprenions de cette expérience. Que veux-tu dire? Je veux dire que pendant 10 ans, notre famille a permis à une personne toxique de contrôler toute la dynamique familiale. Plus jamais je ne permettrai à quiconque de me faire sentir invisible dans ma propre maison. Et j'espère que tu ne permettras plus jamais à quiconque de maltraiter les gens que tu aimes. Antoine a hoché, la tête solennellement. Maman, j'ai appris la leçon la plus dure de ma vie. Plus jamais je ne choisirai la paix superficielle plutôt que de défendre ce qui est juste. Le lendemain, j'ai reçu des nouvelles encore meilleures. La Fondation Marguerite avait reçu un don anonyme de 5 millions d'euros d'une famille fortunée qui avait été sauvée d'être victimisée grâce aux informations que nous avions partagées sur notre émission. Bernard m'a expliqué. Marguerite, la famille Fontaine a regardé votre émission la semaine dernière. Madame Fontaine a réalisé que sa petite fille exhibait exactement les mêmes modèles de comportement qu'Éloise. L'a pressée de signer des documents, suggéré qu'elle déménage dans une maison de retraite, emprunté de petites pièces de bijoux. Grâce à votre histoire, elle a embauché un détective privé et a découvert que sa petite fille planifiait un stratagème similaire à celui d'Éloise. Et qu'est-il arrivé? Ils ont réussi à l'arrêter complètement à temps. La petite fille a été arrêtée et Madame Fontaine a récupéré tout ce qui avait été volé. Elle dit que votre émission a sauvé non seulement sa fortune, mais probablement sa vie.
C'était incroyable de penser que mon histoire, ma douleur, avait été transformée en quelque chose qui pouvait protéger d'autres familles. Éloise avait passé 10 ans à essayer de voler ma valeur et ma dignité. Mais au final, c'était cette expérience même qui m'avait donné un but plus grand que je n'avais jamais imaginé. Ce soir-là, alors que je me préparais pour dormir, j'ai réfléchi au chemin extraordinaire qu'avait pris ma vie. Il y a un mois, j'étais une femme âgée invisible, qui se sentait inutile dans sa propre maison. Maintenant, j'étais une avocate nationale pour les droits des seniors, avec une émission de télévision réussie et une fondation qui sauvait des familles. Éloise avait essayé de me détruire, mais au lieu de cela, elle avait réveillé une force que je ne savais même pas que j'avais. La vengeance la plus douce n'avait pas été de la voir aller en prison. La vengeance la plus douce avait été de découvrir exactement qui j'étais quand j'avais finalement le courage de me défendre. Un an après l'arrestation d'Éloise, ma vie s'était transformée de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. L'émission La sagesse de Marguerite était devenue la plus regardée de son créneau horaire, diffusée dans 32 pays différents. La Fondation Marguerite avait aidé plus de 1000 familles à identifier et arrêter des stratagèmes d'abus financiers contre les personnes âgées. Mais la transformation la plus importante n'était pas publique, elle était personnelle. Ce matin, alors que j'arrosais les fleurs de lavande dans le jardin que Henri et moi avions planté il y a 40 ans, j'ai reçu une visite complètement inattendue. Antoine est arrivé, accompagné d'une femme élégante dans la quarantaine avec des cheveux châtains et un sourire sincère qui m'a immédiatement rappelé Henri. Maman, a dit Antoine, clairement nerveux, je veux te présenter quelqu'un de très spécial. Voici Véronique. Et, eh bien, nous sortons ensemble depuis les 6 derniers mois. Véronique s'est approchée avec confiance, mais aussi avec respect. Madame Marguerite, j'ai tellement entendu parler de vous. Antoine m'a raconté toute votre histoire, et je dois dire que vous êtes une inspiration pour les femmes de tous âges. La première chose que j'ai remarquée chez Véronique était comment elle me regardait avec un respect sincère, pas avec la condescendance que j'avais reçue d'Éloise pendant des années. Quand elle me parlait, elle s'adressait directement à moi, pas à Antoine, comme si j'étais invisible. Véronique, ai-je dit, que pensez-vous du fait que mon fils sort avec vous alors qu'il est encore techniquement marié? Antoine est devenu pâle, mais Véronique a souri. Madame Marguerite, j'apprécie votre question directe. Antoine m'a raconté toute la situation avec Éloise avant que nous commencions à sortir ensemble. Les papiers du divorce ont été finalisés la semaine dernière. Je n'aurais jamais commencé une relation avec un homme marié, quelles que soient les circonstances. J'ai aimé son honnêteté. Et que pensez-vous d'avoir une belle-mère célèbre qui apparaît à la télévision en parlant de problèmes familiaux? Véronique a ri sincèrement. Honnêtement, je suis fière. Vous avez pris une terrible expérience et l'avez transformée en quelque chose qui aide des milliers de personnes. Cela demande une force extraordinaire. Au cours des mois suivants, j'ai observé la relation entre Antoine et Véronique. Elle était complètement différente de son mariage avec Éloise. Véronique encourageait Antoine à passer du temps avec moi, à m'inclure dans leurs projets, à valoriser mon opinion. Quand ils organisaient des dîners, ils m'invitaient comme la matriarche de la famille, pas comme un fardeau qu'ils devaient tolérer. La différence la plus notable était que Véronique voulait sincèrement me connaître. Elle posait des questions sur mes expériences avec Henri, sur l'histoire de notre maison, et sur les traditions familiales. Au lieu d'essayer de remplacer ou d'effacer le passé, elle voulait faire partie de la continuité de notre famille. Un après-midi, alors que Véronique et moi préparions le dîner ensemble, elle m'a posé quelque chose qui m'a surprise. Madame Marguerite, que puis-je faire pour m'assurer de ne jamais devenir quelqu'un comme Éloise? J'ai fait une pause pour réfléchir à sa question. Véronique, Éloise est devenue ce qu'elle est devenue parce qu'elle voyait notre famille comme quelque chose qu'elle pouvait exploiter, pas comme quelque chose à quoi elle pouvait contribuer. Vous êtes déjà différente parce que vous vous souciez suffisamment pour poser la question. Mais je veux être précise. Quel comportement devrais-je éviter? N'essayez jamais d'isoler Antoine de sa famille, ne parlez jamais en mal de moi quand je ne suis pas présente. N'assumez jamais que parce que je suis plus âgée, mes opinions ne comptent pas. Et si vous avez un problème avec moi, parlez-moi directement. N'essayez pas de manipuler Antoine pour qu'il soit votre intermédiaire. Véronique a hoché la tête sérieusement. Et y a-t-il quelque chose que je peux faire de manière proactive pour être une bonne belle-fille? Reconnaissez que cette maison, cette famille, a une histoire qui existait avant votre arrivée. Respectez cette histoire, tout en contribuant à créer une nouvelle histoire. Et n'oubliez jamais que faire partie d'une famille signifie donner autant que vous recevez. 6 mois plus tard, Antoine m'a demandé de l'accompagner pour acheter une bague de fiançailles pour Véronique. C'était ironique. Tout avait commencé avec Éloise volant une bague de 3 millions d'euros. Et maintenant, j'aidais mon fils à choisir une bague pour symboliser un amour sincère. Maman, a-t-il dit alors que nous examinions différentes options, penses-tu que je prends la bonne décision? Penses-tu que Véronique et moi pouvons construire quelque chose de durable après tout ce qui s'est passé avec Éloise? Antoine, la différence entre Véronique et Éloise est que Véronique voit notre famille comme quelque chose de précieux qu'elle veut protéger. Éloise voyait notre famille comme quelque chose qu'elle pouvait exploiter. Cette différence fondamentale signifie tout. La demande en mariage était parfaite.
Antoine a organisé un dîner dans notre maison, dans la salle à manger, où pendant des années, Éloise m'avait fait sentir comme une intruse. Mais cette fois, j'étais assise au bout de la table, à ma place légitime de matriarche de la famille, pendant qu'Antoine demandait Véronique en mariage. Quand Véronique a dit oui, la première chose qu'elle a faite a été de marcher vers moi et de me serrer dans ses bras. Madame Marguerite, a-t-elle dit avec des larmes dans les yeux, j'espère pouvoir être la belle-fille que vous méritez. Véronique, ai-je répondu, vous l'êtes déjà. Le jour du mariage était la plus heureuse célébration familiale que nous avions eue en plus d'une décennie. Véronique avait insisté pour que la cérémonie ait lieu dans notre jardin de lavande, honorant l'héritage qu'Henri et moi avions construit. Pendant la cérémonie, Antoine m'a demandé de dire quelques mots. Il y a 2 ans, ai-je commencé, je croyais que l'histoire de ma famille s'était terminée avec humiliation et trahison. Mais aujourd'hui, je comprends que cette terrible expérience était simplement la fin d'un chapitre, pas la fin de tout le livre. Véronique, bienvenue dans une famille qui sait maintenant comment valoriser le respect mutuel, l'honnêteté et l'amour sincère. Après le mariage, alors que les invités célébrèrent dans le jardin, j'ai reçu un message inattendu. C'était d'une femme nommée Catherine qui avait regardé mon émission depuis le début. Marguerite, je voulais que vous sachiez que votre histoire m'a donné le courage de signaler mon fils qui me volait mes médicaments pour les vendre. Grâce à votre exemple, j'ai retrouvé ma dignité et ma santé. Maintenant, mon fils est en réhabilitation et notre relation est en train de guérir. Votre courage m'a inspiré à trouver le mien. Ces messages arrivaient régulièrement, des gens du monde entier qui avaient trouvé la force de défendre leurs droits après avoir entendu mon histoire. C'était la preuve que la douleur que j'avais subie avait été transformée en quelque chose de positif et puissant. Ce soir-là, après que tous les invités soient partis, je me suis assise seule dans mon jardin, réfléchissant au voyage extraordinaire que j'avais vécu. Il y a 2 ans, j'étais une femme âgée invisible, victimisée par une belle fille qui me voyait comme une nuisance. Maintenant, j'étais une avocate nationale, une femme avec une nouvelle belle-fille qui me respectait sincèrement, et la matriarche d'une famille reconstruite sur des fondations d'honnêteté et d'amour. Mon téléphone a sonné une dernière fois. C'était Bernard. Marguerite, j'ai des nouvelles finales sur Éloise. Son appel a été rejeté. Elle va purger les 12 ans complets de sa peine. Et comment est-ce que je me sens face à ça me suis-je demandé à voix haute. Seulement vous pouvez répondre à cette question. La vérité était que je ne ressentais plus de colère envers Éloise. Je ressentais de la pitié pour elle. Elle avait eu l'opportunité de faire partie d'une famille sincère et elle l'avait gaspillée pour la cupidité et l'envie. Maintenant, elle passerait 12 ans en prison pendant que je profitais de la nouvelle vie que j'avais construite avec mon courage et ma détermination. Bernard, ai-je dit, Éloise ne fait plus partie de mon histoire. Mon histoire maintenant parle des milliers de familles que nous avons aidées, de la nouvelle relation que j'ai avec Antoine, de la merveilleuse belle-fille que j'ai maintenant, et de l'héritage que je suis en train de construire. Après avoir raccroché, j'ai regardé les étoiles et chuchoté. Henri, j'espère que tu es fier. La vieille dame invisible qui a failli tout perdre a finalement trouvé sa voie, son pouvoir et son but. La vengeance la plus douce n'avait pas été de détruire Éloise. La vengeance la plus douce avait été de me reconstruire moi-même. Si vous avez aimé mon histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse écrire plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup d'avance. Et vous, que feriez-vous à la place de cette personne? J'aimerais vraiment entendre vos pensées, alors laissez-les dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez. Oh, et dites-moi d'où vous avez entendu cette histoire. Si vous voulez entendre plus d'histoires de vie comme celle-ci, aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent.